si notre empathie se développe pas assez, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se représenter le monde de l'autre, eh bien, c'est ce qui se passe pour un bébé humain. Il lui faut 4 ans pour arriver à se décentrer de lui-même pour se représenter le monde d'un autre, et il ne fait cette performance intellectuelle que si pendant 4 ans, il a été sécurisé. S'il n'a pas été sécurisé, il ne manifeste que des comportements auto-centrés. Bonjour Boris Cyrulnik, merci d'avoir accepté cet entretien pour discuter à partir de votre œuvre et de vos recherches du thème de la relation dans la construction personnelle et dans les relations sociales. Notre entretien nous conduira à évoquer différents de vos ouvrages dans lesquels on retrouve évidemment cette préoccupation, cette thématique de la relation. Vivre, c'est forcément vivre en société. Donc vivre en société, c'est être confronté aux autres, à l'autre. Mais comment gérer notre rapport à l'autre dans la société d'aujourd'hui, d'autant plus quand on le perçoit parfois comme un étranger. Alors dans divers ouvrages, Les âmes blessées, Dialogue sur la nature humaine avec Edgar Morin, vous faites l'éloge de l'empathie. Et je voudrais que nous nous arrêtions un instant sur cette notion, parce que vous accordez une grande importance à cette aptitude. Alors, comment développer cette qualité et puis comment la cultiver, si j'ose dire, aussi sans se perdre? C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que dès l'instant où on est vivant, qu'on soit homme, animal ou plante, dès l'instant où on est vivant, on est en relation. Même les plantes sont en relation avec l'atmosphère, avec l'hydrogène, avec l'eau, avec la terre, avec le soleil. La vie, c'est la relation. Mais nous, êtres humains, on a 3 zones relationnelles particulières. Lorsqu'on n'est pas encore né, que déjà on est en relation avec l'histoire de notre mère, parce que les substances de son stress modifient notre développement. Les animaux connaissent exactement ce même problème, mais eux, ils ont une théorie de l'esprit qui n'est pas un peu différente de la nôtre. Les animaux peuvent percevoir l'expression de nos émotions avec une très grande habileté, probablement même supérieure aux êtres humains. Ils peuvent percevoir nos intentions. Tiens, mon chat, par exemple, qui est le plus intelligent des chats, sait très bien quand je veux jouer, quand je veux le nourrir ou quand je ne suis pas content. Il le sait extrêmement bien, il perçoit mes intentions avec une acuité supérieure à nous, êtres humains. Mais je crois qu'il ne peut pas percevoir l'origine de mes intentions, c'est-à-dire il ne peut pas se représenter mes représentations. Et là, il faut avoir un développement de l'empathie qui est un concept à la fois neurologique et psychologique, c'est-à-dire que les animaux ont un début, une empathie, ils peuvent collaborer, ils peuvent manifester la solidarité, la menace, de la joie, mais il faut pour ça qu'ils aient été auparavant sécurisés. Un être vivant, mammifère humain ou mammifère non humain, un être vivant non sécurisé arrête son développement, et notre développement, nous, êtres humains, c'est que on se développe jusqu'à se représenter les représentations de quelqu'un d'autre. Alors ça, mon chat, il va être très vexé, mais je crois qu'il ne sait pas le faire. Il ne peut pas penser que je lui veux du mal parce qu'il a le poil noir et que je pense, comme au Moyen Âge, que les chats noirs sont noirs parce qu'ils ont la gueule brûlée au feu de l'enfer. Ça, mon chat ne peut pas le faire, alors que nous, êtres humains, on passe notre temps à vivre dans l'idée qu'on se fait des idées des autres, c'est-à-dire que notre empathie s'est bien développée, même parfois même elle se développe trop ou pas assez. Alors si notre empathie se développe pas assez, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se représenter le monde de l'autre, eh bien c'est ce qui se passe pour un bébé humain, et c'est ce qui il lui faut 4 ans pour arriver à se décentrer de lui-même pour se représenter le monde d'un autre, et il ne fait cette performance intellectuelle
que si pendant 4 ans, il a été sécurisé. S'il n'a pas été sécurisé, il ne manifeste que des comportements auto-centrés. Pour qu'il éprouve le plaisir de se décentrer de lui pour éprouver le plaisir de visiter le monde mental d'un autre, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il ait confiance en lui. Mais si donc nos enfants mettent 4 ans pour faire cette performance, s'ils ont été sécurisés, les pervers restent à ce stade du développement, ils ne se représentent pas les représentations des autres, seuls comptent leur plaisir, même Lacan disait même seul compte ma jouissance, c'est-à-dire que l'autre n'est pas une personne et je n'ai pas besoin de tenir compte de ce qui se passe dans son esprit. Et puis, il y a des êtres humains qui ont un tel développement de l'empathie, comme Lévinas par exemple, qu'ils finissent par faire passer les autres avant eux-mêmes. Nous savons que nous vivons une période de grande transformation et vous qualifiez ce moment historique de période d'incertitude culturelle. Et vous ajoutez qu'on constate à chaque période d'incertitude culturelle une augmentation des formes radicales de religiosité dans Psychothérapie de Dieu. Alors, je voudrais vous demander justement, qu'est-ce qui détermine cette incertitude culturelle et est-ce que l'on peut apprendre à vivre avec ce principe d'incertitude? On évolue personnellement, notre corps, notre esprit, et autour de nous, tout évolue. L'écologie, la société, l'éthos, la hiérarchie des valeurs évoluent. C'est-à-dire que si je suis vivant, je suis toujours obligé de vivre dans l'incertitude. Mais certains parmi nous éprouvent le plaisir de l'incertitude. Il y a même un érotisme du doute. Ah, ça alors je suis complètement surpris. Qu'est-ce que c'est amusant d'être surpris. Donc ce que je pensais n'est pas vrai. Oh ben ça, c'est un bon moment, on va chercher à comprendre autre chose. Certains parmi nous éprouvent alors, érotisme de l'incertitude, j'exagère peut-être un peu, je vais dire le plaisir du doute. Mais d'autres, au contraire, sont très angoissés par l'incertitude. Mais alors quoi, accordez vos violons, dites-moi ce que je dois croire, parce que dès l'instant où vous allez me parler en termes de certitude, je vais être sécurisé. Mais on sait ce que donne l'excès de tranquillisant. L'excès de tranquillisant, c'est l'arrêt de la pensée. Donc je vais me transformer en perroquet. Et notre université actuellement fabrique beaucoup de perroquets diplômés qui récitent ce qu'il faut dire pour obtenir ces examens, mais qui n'apprennent pas le plaisir de l'incertitude, du doute, de la réflexion. Au Moyen Âge, où il y avait moins d'étudiants, les étudiants ne payaient leurs profs qu'à la fin du cours s'ils estimaient que le cours avait été bon. C'est-à-dire, or maintenant, ça se fait beaucoup moins maintenant. Et parmi les étudiants, il y en avait un qui devait prendre très bien les cours et qu'on appelait le turlupin. C'est-à-dire, c'est celui qui devait poser la question qui turlupine. Donc, il avait intérêt à bien prendre le cours pour chercher la faille. Et donc, le prof savait qu'il y avait un turlupin dans la salle. Et donc, il devait bien s'expliquer pour être bien clair. Et ce petit débat était très amusant. C'était une petite joute intellectuelle entre l'étudiant qui faisait attention, entre le prof qui faisait attention. Et du coup, les argumentations étaient comme un débat d'idées, non pas un combat, mais il y avait une joute, je te dis ça, tu me dis ça, qu'est-ce que tu me réponds? Et on apprenait à penser, on progressait. Or, dans les périodes de chaos, les gens on devient tous anxieux, plus ou moins anxieux. Et dans le chaos, c'est même au point de vue physique ou au point de vue chimique ou au point de vue agriculture, chaque fois qu'il y a une période de chaos, un nouvel ordre apparaît. Le chaos est déterministe, puisque même mon ami Braic me disait que même pour les étoiles, c'est comme ça aussi, quand il y a un moment de désorganisation du mouvement des étoiles, un nouvel ordre apparaît. Et ce nouvel ordre, ça peut être la dictature ou ça peut être la Renaissance. Et dans ce cas, on est à une période sensible de notre évolution. Si les amoureux, oui, ceux qui ont besoin de certitude
vous avez remarqué que aujourd'hui sur la planète, un très grand nombre de dictateurs ou de régimes autoritaires ont été élus démocratiquement. Or, dans l'histoire des êtres humains, le nombre de dictateurs qui prennent le pouvoir après un chaos, après une guerre ou après un chaos, que ce soit un chaos naturel, tremblement de terre, inondation, ou que ce soit un chaos culturel, guerre, précarité sociale, très souvent c'est un moment propice pour donner le pouvoir à un dictateur. Lui, il est candidat, et généralement, on lui donne le pouvoir parce qu'on est malheureux. Et là, ou alors, si on arrive à mettre en place des débats, le plaisir du doute, le plaisir de jouter, le plaisir d'argumenter, on peut provoquer une renaissance. Parce que la renaissance aussi est née après des périodes de chaos. Mais c'est parce qu'on éprouvait le plaisir d'envisager, de rêver d'autres choses. Et l'exemple que je cite toujours pour répondre à cette question qu'on commence à se poser et qui va se poser dans les mois qui viennent, hein, euh, donc, le plaisir, c'est que je cite l'exemple de l'épidémie de peste de 1348 parce qu'elle est bien archivée, parce qu'il y a plein de photos, il y a plein de peintures, il y a plein de textes, et on sait de quoi on parle. Il y a aussi les accords de la route du soie, qui était une merveille technique et artistique. Et la route du soie, la route de la soie arrive à Marseille, et les commerçants ne respectent pas la quarantaine, c'est-à-dire le confinement. Ils débarquent les ballots de soie pour aller à la foire de Beaucaire pour vendre leurs ballots de soie. Dans ces ballots de soie, il y a le bacille de la peste noire, et 2 ans après, un Européen sur 2 est mort. Et, après ce chaos immense de l'Europe, hein, enfin on ne disait pas Europe à cette époque-là, mais on appellerait ça Europe aujourd'hui, on voit une modification de l'art. L'art a été un des premiers symptômes de la Renaissance. Les gens qui ont survécu en s'isolant chez eux. 2 ans après, on voit apparaître la peinture change. On voit apparaître l'art de la table, les tapis sur les tables, le gibier, l'eau avec ses reflets, le vin, les fruits, les légumes. L'art de la table devient une valeur, alors que 2 ans avant, ce qui comptait, c'était Jono, c'était le groupe religieux qui comptait, qui était prioritaire. L'art de la table apparaît parce que tout d'un coup, la maison devient le lieu de la sécurité. Et puis on voit aussi apparaître des réformes sociales. Avant 1348, le seigneur qui vendait son château vendait sa terre et il vendait les hommes qui étaient dessus, les serfs. Et 2 ans après, il y a tellement de paysans morts que les jeunes ont du mal, ne savent pas cultiver. Et dans ce cas, il faut courtiser, offrir de bonnes conditions de travail si on veut manger. Il faut séduire les paysans et le servage disparaît sans aucun débat culturel, sans aucune loi, comme une évidence, l'adaptation. Si on veut manger, eh ben, il faut courtiser les paysans. Il faut que les paysans puissent cultiver correctement. Et sans débat, comme une adaptation à l'évidence, à cette nouvelle évidence, le servage disparaît et même devient fortement critiqué. Alors, je vais évoquer justement un autre aspect des changements que vous évoquez, puisque nous sommes voués à traverser des changements en permanence. Et parmi ces changements, il y a celui qui est représenté par les migrations. Et les migrations, eh bien, elles constituent une expérience finalement autant pour le migrant que l'accueillant. Et vous dites à ce propos que les mouvements de population ne cessent de faire bouillonner les cultures. Alors j'ai envie de vous demander de commenter cette idée, c'est-à-dire à quelles conditions ce bouillonnement peut-il générer, par exemple, de la compréhension mutuelle, de l'acculturation mutuelle, plutôt que du repli sur soi. Alors, mes parents étaient immigrés et ils étaient fous de bonheur à l'idée de venir en France. Pour eux, c'était le paradis de la culture, de la littérature et des droits de l'homme. Mais malheureusement, ils ont émigré
euh, avant la Seconde Guerre mondiale, et pendant quelques années, ça n'a pas été le cas en France. Donc, si je commence comme ça, c'est pour dire que l'émigration, c'est souvent, d'abord c'est inévitable, depuis qu'on est sur Terre, les êtres humains se déplacent, soit pour manger, soit parce qu'ils sont obligés de fuir la sécheresse, de fuir un tremblement de terre, ou parce qu'ils ont été chassés de chez eux par une dictature ou par une guerre. Donc c'est un mouvement inévitable. Et on voit régulièrement apparaître la peur du pays hôte et suivi parfois, souvent, de l'enrichissement du pays hôte. Et on voit les deux. Dans un premier temps, le pays hôte voit arriver des gens qui connaissent pas sa langue, qui n'ont pas la même couleur de peau, qui ont des religions différentes, qui ont des valeurs, une hiérarchie de valeurs différentes. Donc, et puis, donc on interprète leur arrivée avec crainte, puisqu'on ne les connaît pas. Le tranquillisant naturel, c'est la familiarité. D'où la nécessité de partager la même langue, partager les mêmes rituels, partager le même Dieu si on est croyant, en tout cas partager le même monde de représentation mentale si on est philosophe ou si on est économiste. À ce moment-là, on peut partager quelque chose, mais le tranquillisant naturel, c'est se sentir en familiarité avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin de tranquillisant chimique si la culture m'offre ce tranquillisant naturel. Or, ou culturel, pour l'homme, c'est la même chose. Mais si un immigrant arrive, j'ai forcément un moment de stress comme j'ai quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. Il faut qu'il y ait des rituels. Ces rituels de présentation servent à apprivoiser l'émotion. Je présente mon sexe. D'abord, monsieur un tel, madame machin. Ensuite, je présente mon niveau social, diplômé de la faculté de Trifouilly-les-Oies. Ensuite, et je me mets à parler. Et on voit que ces rituels d'interaction, lorsqu'ils ne sont pas respectés, provoquent un malaise. Or, quand les migrants arrivent, ils ne connaissent pas les rituels d'interaction, il faut les inventer. On ne les connaît pas, personne ne les connaît, ni le pays hôte, ni les migrants qui arrivent. Donc il y a forcément un moment de crispation où on devient trop sensible à l'autre. Et dans ce cas, s'il y a un pépin, il y en a inévitablement, on interprète ça de manière persécutive. Et puis, on voit que lorsque les gens, petit à petit, s'apprivoisent, le pays hôte apprivoise les arrivants apprivoisent les rituels, le langage, les lois du pays d'accueil, et petit à petit, chacun fait connaissance avec l'autre. Et là, on a la fécondation par deux mondes mentaux différents. Lorsqu'on voit, nous en France, le plat le plus souvent mangé aujourd'hui, c'est le couscous. C'est pas nos grands-parents qui ont inventé ce plat, ni nos arrière-grands-parents. Et merci pour les gars merci pour les dames et les gars qui nous ont apporté le couscous. La mu- le, le deuxième repère, c'est la musique. Ah, cette musique est étrange. Ah, ces danses sont... L'art joue un rôle, et je considère que le couscous est une forme d'art. L'art joue un rôle majeur dans l'apprivoisement. Je vais vous raconter l'histoire de mon peuple. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps, donc je vais faire une poésie, je vais faire une chanson, je vais faire un film, un roman, et vous allez lire cette œuvre d'art qui est beaucoup plus qu'une œuvre d'art. C'est une présentation de mondes mentaux qui vont nous permettre de nous apprivoiser mutuellement. Est-ce que vous constatez que la fragmentation des savoirs, vous dites, altère la possibilité d'avoir une compréhension plus globale, tant de l'être humain que du fonctionnement des sociétés? Et j'avais envie de vous dire, est-ce que vous avez le sentiment que, par exemple, au cours des dernières années, des dernières décennies, on a progressé dans la coopération des savoirs et à quel endroit il faudrait continuer de faire un effort? Alors, si vous voulez le prix Nobel, ce qui bien sûr est votre cas, Bien sûr. il faut fragmenter le savoir. Si vous voulez comprendre la condition humaine, il faut mettre votre nez dans plein de disciplines différentes. C'est pas du tout le même recueil de données. Les Québécois parlent de la cueillette des données.
quand on veut, si on veut chercher, par exemple, l'ADN, la recherche sur l'ADN a mérité plusieurs prix Nobel. C'est stupéfiant d'avoir des scientifiques qui aient pu faire des analyses pareilles. Moi, je trouve ça magique, stupéfiant. Leurs prix Nobel, ils en ont eu plusieurs, ils les ont mérités. Est-ce que l'ADN peut nous permettre de comprendre la condition humaine? On voit que c'est un échec. Quand les ordinateurs ont dit maintenant on peut décrypter les 28 000 gènes que possède un être humain, on peut les décrypter, donc on va tout comprendre de la condition humaine. Qu'est-ce qu'on a compris? Rien. Alors qu'on a fait une prouesse qui a mérité son prix Nobel. Et je crois qu'il faut donner la parole aux généralistes qui, eux, recueillent un autre savoir sans exclure l'ADN, qui est une performance intellectuelle admirable. Mais le généraliste, lui, quand j'étais praticien, médecin praticien, quelqu'un qui s'asseyait près de moi s'asseyait avec son corps, son cerveau, son histoire, sa religion, sa famille, ses croyances. Et moi, praticien, j'étais obligé d'être généraliste, je n'avais pas les connaissances de tous ces spécialistes, mais j'étais obligé de mettre mon nez dans des tas de disciplines différentes si mon patient voulait avoir l'impression d'être compris. Si je lui avais dit, voilà la formule chimique de votre ADN, il n'aurait pas eu l'impression d'être compris. Pour qu'il soit compris, il fallait qu'ensemble, on visite son histoire, on visite ses croyances, on visite ses échecs, on visite ses réussites. Et alors là, il avait, grâce à notre échange verbal, il avait de lui-même une représentation que petit à petit, on pouvait modifier ou faire évoluer. Ce mode de savoir, il y a 40 ans, était fortement critiqué. On disait il faut être spécialiste, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que c'est vrai que les spécialistes ont fait faire des progrès magnifiques, mais je pense qu'il ne fallait pas exclure les connaissances transversales, et maintenant le CNRS, l'INSERM, l'Agence nationale de la recherche, encourage les groupes hétérogènes, et l'ANR ne donne d'argent qu'aux groupes composés de plusieurs spécialités, et ce qui n'exclut pas la recherche de l'ADN. Si quelqu'un veut être hyper pointu pour avoir le prix Nobel, merci, hyper pointu. Mais il ne faut pas qu'il ait le monopole du savoir comme il nous l'a fait croire pendant un moment. Merci l'ADN, ils n'ont pas le monopole du savoir. Il y a d'autres manières d'aller à la cueillette du savoir. Vous avez fréquemment raconté l'influence dans votre biographie de vos engagements philosophiques et professionnels. Et vous avouez par exemple que vous vous êtes fait psychiatre pour expliquer le nazisme, le maîtriser et vous en libérer. Et parmi les éléments explicatifs que vous développez, vous proposez cet argument: le nazisme est un accident de la belle culture germanique, dites-vous, dans Les âmes blessées. Alors, est-ce à dire que la culture n'a pas pu réfréner finalement la barbarie, ou même qu'en certaines circonstances, elle peut être associée au pire? Et oui, j'en suis en effet arrivé à cette conclusion qui est peut-être momentanée, j'espère qu'elle est momentanée, et pour l'instant, j'en suis là. C'est que je pense que quand j'entendais parler de la barbarie nazie, quand j'étais enfant, après la guerre, je me disais c'est une folie d'avoir fait ça, de tuer des gens comme ça. Et je me disais, il n'y a rien d'autre qui peut expliquer ça que la folie. Mais la folie n'explique rien. Mais les gens se rassuraient autour de moi, j'entendais dire, c'est parce qu'Hitler est syphilitique. Ah bon, ça explique le nazisme. Alors ensuite on a dit, c'est parce qu'il est épileptique. Bon, ensuite on a dit, c'est parce qu'il a une Parkinson. Le savoir du praticien était utilisé, c'était pour faire une généralité abusive. C'était partiellement vrai, et c'était totalement faux. On rejoint peut-être ce que l'explication l'explication totale par l'ADN. L'ADN est une performance qui ne peut pas tout expliquer. C'est partiellement vrai, c'est totalement faux. Et bien sûr, quand j'étais enfant, je me disais, je ne sais pas pourquoi, je me disais, les psychiatres comprennent tout, donc il faut absolument que je comprenne pour reprendre un peu de liberté dans mon monde intime. Je n'avais pas aucune liberté. J'étais bousculé, j'étais condamné à mort, j'étais enfermé, donc j'avais aucune liberté. Je me disais,
Et cette liberté, je ne l'ai pas retrouvée après la guerre, hein, où on continuait à me faire taire, donc je restais encore prisonnier du passé. Donc, et je me disais, si je veux gagner un peu de liberté, il faut que je comprenne. Et ça, alors ça, je le pense encore aujourd'hui. Je pense que chercher à comprendre, c'est ne plus être bousculé par les événements. Et là, en réfléchissant et en lisant et en rencontrant, je me suis rendu compte que expliquer le nazisme par la bêtise ou par la barbarie, c'était faux. Et qu'on pouvait peut-être expliquer le nazisme par le langage totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a une seule explication, il y a une seule vérité. On rejoint votre question tout à l'heure, il y a une certitude, c'est le chef qui va la donner. Et le chef, on l'a élu démocratiquement, on postule qu'il sait tout parce que ça nous sécurise, on lui donne les pouvoirs parce que s'il nous commande de faire des crimes, c'est lui qui a commandé, nous, on n'a fait qu'obéir. On peut tuer sans aucune culpabilité. C'est lui, c'est lui. Et on lui a donné le pouvoir, on lui a donné. Donc, et on voit que beaucoup d'intellectuels se sont laissés entraîner par ce mode de raisonnement qu'on a abordé tout à l'heure, la certitude mi-partielle qui mène à une généralisation abusive. Et on voit ce phénomène maintenant réapparaître pendant les années 30. Ces jeunes gens de la rue d'Ulm ou de Polytechnique ou de l'ENA n'existait pas, mais en fait, ces jeunes gens avaient fait de vraies performances intellectuelles. Ils n'avaient pas volé leur diplôme de la rue d'Ulm. Ils avaient travaillé, ils avaient récité, ils avaient été reçus. Ils n'avaient rien volé. Et il y a eu parmi eux un nombre très élevé de grands noms de la littérature et de la philosophie qui ont été nazis. Et après la guerre, on voit que le même phénomène s'est reproduit, mais là, ça a été du côté communiste, parce qu'il y avait l'explication magnifique, si on a compris ça, on peut tout régler. Eh bien non, comme pour l'ADN, on a compris ça. Je ne suis pas un grand philosophe, hein, même j'ai un petit peu de mal avec les lectures philosophiques, je me force un peu, mais, on a compris l'ADN et l'ADN ne peut pas tout expliquer. Marx a peut-être, que j'ai un petit peu lu, mais pas trop, Marx a certainement compris deux, trois choses, ça ne peut pas tout expliquer. Et là encore, et on voit apparaître maintenant quelque chose qui m'inquiète avec ce besoin de certitude qu'on a aujourd'hui. On voit beaucoup de jeunes gens de Sciences Po, de grandes écoles, retrouver la fascination par des explications totalement explicatives. Or, je crois que quand une théorie se prétend totalement explicative, c'est une théorie totalitaire. Quand une pensée est clôturée, elle devient dangereuse, parce qu'elle arrête d'évoluer. Elle a la certitude, la vérité, et au nom de la vérité, on peut très bien décider d'éliminer une grande partie des êtres humains. On va parler de la fonction de l'art. Parce que vous mettez en valeur que, je vous cite, que l'art a cette faculté de métamorphoser la représentation de la mémoire blessée. Est-ce que vous pourriez étayer ce point de vue? L'art a cette faculté de métamorphoser la représentation de la mémoire blessée. Alors, la première production artistique on l'a fait tous vers l'âge de 3 ans, vers 2-3 ans. Maman n'est pas là, c'est la première fois que j'arrive au monde, j'ai eu un peu peur, je ne sais pas comment on fait pour vivre, elle n'est pas là, j'ai peur. Je vais prendre un papier, un crayon et dessiner un bonhomme tétard, je vais dessiner maman avec des cheveux, une robe, je vais dessiner papa avec des chaussures et un chapeau, même si les hommes portent moins de chapeaux, les bonhommes tétards portent encore des chapeaux. Et au moment où l'enfant crée cette représentation, il modifie son monde mental, il pense, je vais faire ce dessin, et quand maman va revenir, je vais lui montrer ce dessin, on va s'embrasser et il y aura une fête affective. Le simple fait de faire un bonhomme, en pensant en écrivant maman je t'aime, en dessinant des cœurs, ce que font délicieusement pratiquement tous les enfants, au moment où ils font cette représentation dessinée, ils métamorphosent la manière dont ils éprouvent l'absence de maman. Le réel, c'est je suis seul au monde, j'ai peur.
je fais un dessin, je me fabrique une représentation qui me permet de métamorphoser, de ne plus avoir peur parce que dans mon monde intime, j'anticipe, je rêve à la fête affective qu'on aura quand maman va rentrer. Même raisonnement pour les gens qui ont des traumatismes. La parole parlée a une fonction d'interaction. Vous venez d'hocher la tête. Votre geste préverbal, je m'encourage à continuer. C'est-à-dire que si vous aviez froncé les sourcils, je me serais dit, tiens, il ne me croit pas, il ne comprend pas, ou j'ai pas su me faire comprendre, ou il ne peut rien comprendre, une, j'aurais trouvé une rationalisation, c'est-à-dire une apparente raison pour donner forme verbale à un sentiment dont je ne connais pas l'origine. J'aurais cru que c'était un raisonnement, alors que c'était seulement un apparent raisonnement, une rationalisation. Mais ce n'est pas rien. Ça, c'est la parole parlée. Or, dans la parole écrite, je m'adresse au lecteur invisible, qui sera pour moi l'ami parfait qui va me comprendre à la perfection, si je me fais comprendre à la perfection. Donc, je vais choisir des mots, je vais faire attention. Oh non, c'est mal dit, non, là, il ne pourra pas comprendre. Ah ben non, je vais le reprendre. J'élabore. Et j'aime beaucoup ce mot que j'ai trouvé dans Rabelais, ex-labouré. Avoir ça, j'aime beaucoup l'étymologie de ce mot. Alors vraiment, il faut avoir les pieds sur terre pour élaborer. Alors, il y a des gens parmi nous qui élaborent avec les coupés de la réalité sensible. Hein. On appelle ça délirer. Découper, délirant, en dehors du sillon, privé de sillon. Donc, il y a ceux qui délirent et il y a des délires logiques. Il y a beaucoup, regardez nos politiciens actuellement, ils ne s'en privent pas. Il y a beaucoup de délires logiques. Et donc, ça veut dire que c'est aussi ça a une apparente cohérence, mais c'est coupé de la réalité sensible. Or, dès l'instant où j'ai eu un traumatisme, donc je suis bousculé, je ne comprends pas, je suis hébété, neurologiquement, on voit que quand il y a un trauma, le cerveau dysfonctionne. On le photographie, on le filme, on le photographie. D'ailleurs, c'est pas compliqué, on peut accepter ça facilement quand on voit les gens après un trauma, ils sont hébétés, ils ne comprennent pas. Donc le cerveau met en image ce qu'on avait déjà compris avant. Et si les gens sont laissés tout seuls, ben le cerveau apprend cette dysfonction. C'est le syndrome psychotraumatique. Et c'est la même image, c'est la même horreur, c'est pourquoi je suis seul, pourquoi ça m'est arrivé, je ne peux pas dormir, je pense qu'à ça, je ne peux plus aimer, je ne peux plus travailler, je suis prisonnier du passé, le trauma est imprégné dans ma mémoire biologique, et comme disent les gens quand ils bavardent au quotidien, ils disent « je ne m'en sors pas », ce qui est une très bonne manière de dire ce qu'ils ressentent. Je ne m'en sors pas. Alors, puis un jour, ils disent, mais il faut que je reprenne un peu de liberté, il faut que je comprenne ce qui m'est arrivé. Donc, je vais dans le secret de mon bureau, je vais prendre un papier, un crayon, je vais m'adresser au lecteur imaginaire, celle qui est capable de me comprendre. Et je vais faire un travail de rédaction. Et là, je vais élaborer. Et en élaborant, je vais ajouter une autre source de mémoire. J'ai la mémoire du trauma, mais dès l'instant où j'ai travaillé la mémoire du trauma, non pas pour répéter, non pas pour ruminer, puisque si je répète, si je rumine, c'est le syndrome psychotraumatique, je ne fais que ça. Mais là, en élaborant, au sens de Rabelais, je vais tromper, je vais raturer, je vais recommencer, je vais fouiller, je vais dire autre chose, je vais élaborer, et en élaborant, je vais ajouter une autre source de mémoire. Je vais ajouter la mémoire de ce que j'ai écrit à la mémoire de ce que j'ai subi. J'ai métamorphosé, non pas ce que le réel, le coup je l'ai reçu, mais j'ai métamorphosé ma représentation du coup que j'ai reçu. Je ne suis plus prisonnier du passé, mais je n'oublie pas qu'il m'est arrivé un malheur, je n'oublie pas, mais je ne souffre qu'une fois. Parce que nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On souffre une fois du coup qu'on reçoit dans le réel, et ensuite on souffre de la représentation du coup qu'on a reçu dans le réel. Eh bien, si j'écris, ou si je fais un film, ou si je fais une peinture, ou si je fais un dessin, si je fais ce que je sais faire, ou ce que j'essaye d'apprendre, j'ajoute une autre source de mémoire qui métamorphose la manière dont je ressens ce qui m'est arrivé.
On voit comment effectivement l'art peut soigner des mémoires blessées, comme vous venez de le démontrer. Mais si on regarde les choses de façon plus générale, au fond, sur la question de la relation aux arts dans la société. Alors, cette relation, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de la contemplation, ça peut être s'adonner à une pratique artistique amateur, ça peut être vouloir avoir une activité professionnelle de création. Eh bien, qu'est-ce que cette relation aux arts, d'après vous, peut apporter non pas seulement à soi, mais au fond à notre rapport aux autres et au vivre ensemble de façon plus générale? Quelle place accordez-vous à l'importance des arts dans la construction de la société plus généralement? Alors, je dirais que l'art permet de créer un monde partageable. C'est-à-dire que on va au cinéma et ce qui est important, c'est d'abord les émotions qu'on éprouve pendant l'heure ou l'heure et demie de film, et ce qui est important après le cinéma, c'est le restaurant. Parce qu'on va au restaurant après, et bien sûr, on n'est jamais d'accord. Et à ce, et à ce moment-là, il faut argumenter. Ah, mais moi, je... Et en fait, euh, l'art parle à chacun des spectateurs. Quand j'étais enfant, j'avais lu Cro-Blanc. Vous l'avez sûrement lu, vous aussi. Oui. Et j'avais été ébloui. Ce livre m'avait mis des paillettes dans l'âme parce que j'avais besoin de voir qu'il y avait de l'affection. J'avais besoin de voir qu'un homme et un chien se protégeant pouvaient résister aux méchants. C'était le problème des années d'après-guerre. Et j'avais quelque chose de merveilleux qui me racontait comment un homme et un chien s'entraidaient pour lutter contre les méchants. Et l'autre jour, je cherchais une citation pour illustrer une idée, et je me suis dit naïvement, ben, je vais le retrouver dans Cro-Blanc. Alors j'ai réussi à retrouver Cro-Blanc, j'ai relu quelques pages, minable, parce que, parce que c'était toujours la même histoire, la même stéréotype. J'en avais besoin quand j'avais 11 ou 12 ans, j'en ai plus besoin du tout aujourd'hui. Le Cro-Blanc ne me parle plus aujourd'hui, alors que ça a été un enchantement pour moi. Donc je pense que quand on va au cinéma avec des amis, l'auteur, avec le même film, est interprété de manière totalement différente par chaque spectateur. Alors, je vous ai entendu souvent, Boris Cyrulnik, faire l'éloge de l'éducation artistique et culturelle, au fond d'une forme informelle d'éducation. Et je voudrais que vous nous disiez, mais pourquoi vous attachez cette importance à cette forme d'éducation justement par les arts et la culture? Parce que j'ai très peur du langage totalitaire. Peut-être parce que je l'ai subi. Et quand quelqu'un me dit, mon chef, j'ai la certitude, je tiens la vérité parce que c'est la vérité de mon chef qui, lui, ne peut pas se tromper, j'ai une angoisse. Et moi, je suis rassuré par l'incertitude. Moi, j'aime beaucoup l'incertitude parce que j'aime bien être dérouté, j'aime bien être surpris. Ça va m'inviter à lire un autre livre, à voir un autre film, à visiter, à rencontrer quelqu'un d'autre avec qui je ne serais bien sûr pas d'accord. Mais j'aurais rencontré. J'aime l'incertitude. Et quand quelqu'un me dit j'ai la vérité, ça m'angoisse. Alors, dans l'art, on est constamment contraint à inventer. Ou alors, si on n'invente pas, ça évolue très vite vers un stéréotype. Et quand c'est stéréotypé, eh bien, le même, c'est l'engourdissement psychique. L'art doit être une liberté, c'est-à-dire une invention à la créativité. Or, la créativité est toujours un peu une transgression. Puisque si on est... Alors c'est vrai en science, c'est vrai en art, c'est toujours un peu une transgression. Si ce n'est pas une transgression, c'est une récitation. Et si c'est une récitation, on arrive au stéréotype, c'est-à-dire à l'engourdissement de la pensée, ou à l'illusion de la pensée même. Et on arrive à mon obsession, c'est-à-dire on en arrive spontanément au langage totalitaire par des gens cultivés. J'ai eu la chance de rencontrer Christopher Browning, qui a écrit, l'historien qui a écrit le 101e bataillon. Et cet historien-là, il a des archives et il a les diplômes des gendarmes allemands
qui sont engagés dans le 101e bataillon. Ils trouvent un nombre très important de docteurs en philosophie, parce que la culture germanique était très belle. C'était une vraie culture de cinéma, de littérature, mais ces gens-là se sont laissés entraîner aux stéréotypes. Ils ont récité la théorie du chef, sans créativité. Ils ne l'ont pas mise en cause, et ils l'ont récité. Et c'est là qu'on voit que l'art peut être récupéré aussi par l'esprit totalitaire. Hein. Leni Riefenstahl en est un exemple. Ces films sont très beaux au point de vue image, et elle a renforcé, puis même le comité central, l'art réaliste socialiste, ne publiait que les écrivains qui répétaient la voix du chef. Donc l'art aussi peut être récupéré comme la science, mais lorsque on laisse la créativité, alors à ce moment-là, on est transgresseur. Si on est scientifique, on innove. Et si on innove, c'est qu'on met dans la culture quelque chose qui n'y était pas avant. Intérieur, neuf. C'est quelque chose de neuf. Donc un innovateur est souvent vécu comme un transgresseur. C'est vrai dans l'art, c'est vrai dans la science. Et merci de m'avoir invité. C'est nous, c'est un honneur. Merci beaucoup, Brice Saulny. Bonne journée.